Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition, une édition que nous ouvrons par une note nécrologique. Le groupe de presse Labari a le profond regret d'annoncer à ses téléspectateurs et auditeurs le décès de Fatih Alassane, dite Titita Messna, de son vivant, animatrice en langue germain. Décès survenu ce lundi 6 janvier 2020. La levée du corps à la morgue de l'hôpital national de Niamey, suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yantala, est prévu pour demain, mardi 7 janvier 2020, à partir de 8h. Sur un autre plan, relativement à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays, je propose de suivre un extrait de l'analyse faite par le politologue Issoufou Yahya avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Vous savez, la gouvernance de la 7e République, comme disent les Italiens, c'est tout bene. Le pays est le dernier du point de vue de développement humain depuis quasiment 9 ans, mais tout va bien. Non, rien ne va. En tout cas, sur le plan sécuritaire, il faut se reprendre. Et il y a des hommes de qualité. Alors, nul n'est irremplaçable. On ne peut pas accumuler des revers et qu'il n'y ait aucun changement, puisque là, c'est sur le plan militaire stricto sensu. S'il y a une défaillance, les responsabilités devraient être situées et les responsables, en tout cas ceux qui portent la responsabilité, devraient faire l'objet au moins d'une mutation ou d'une sanction. Mais ça, je pense que ça doit améliorer en tout cas la perception des choses. Qu'il y ait au moins les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pas les hommes qu'on veut à la place qu'on veut. Je crois que se laisser aller, il faut y mettre fin. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, vous savez, toutes les campagnes aujourd'hui, elles vivent dans la terreur. Les populations vivent un peu la main sur le cœur. Eh bien, il faut essayer de donner espoir, de donner ce sentiment de sécurité en changeant de tactique. Pourquoi ne pas laisser les militaires décider réellement de ce qui doit se faire? Que toujours ces politiciens qui ne comprennent absolument rien à la chose et qui viennent un peu interférer dans des choses qui dépassent leur capacité, qui dépassent leur analyse, tout simplement parce qu'ils sont nommés. Je pense qu'il ne faut pas frustrer les militaires. Et pour moi, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises décisions qui semblent ne pas aller dans la bonne direction. Qu'une base soit prise et qu'il n'y ait pas eu de renfort à temps. Une fois, on peut comprendre. 2 fois, 3 fois, je pense que ça n'est trop. Alors, il faut aussi éclaircir les rapports entre l'armée nationale, rien ne peut remplacer l'armée nationale, et les forces étrangères, puisque les termes, elles sont étrangères. Elles ne sont pas là dans la logique de sécuriser les citoyens nigériens et comment on dit, le sol nigérien. Elles sont là pour sécuriser les intérêts des puissances occidentales. Et les armes déployées, elles sont tellement sophistiquées que beaucoup d'entre eux, les responsables des forces étrangères disent que nous, on ne peut pas larguer, par exemple, un tel engin pour tel nombre de terroristes. Donc, il y a un calcul qu'on peut comprendre des internationaux, mais aussi, il ne faut pas qu'on empêche aux Nigériens de s'exprimer, parce que le Niger appartient à tous les Nigériens.
Issoufou Yahaya, que vous pouvez suivre en partie magazine de cette édition. Le syndicat autonome des magistrats du Niger a entamé ce lundi 6 janvier un arrêt de travail de 112 heures, une façon pour le Ben Saman de protester contre la réforme du statut de la magistrature. Le constat de cette grève est signé Asma Seydou et Chebisso. Encore le secteur de la justice nigérienne paralysé depuis ce lundi 6 janvier et il le restera ainsi jusqu'au 8 janvier prochain. En cette première journée, au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, c'est le silence total. L'ambiance n'est pas comme celle des autres jours. Les usagers qui se sont rendus tôt ce lundi au palais de justice retournent bredouilles. La grève, là, vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Du fait que depuis la semaine passée, je suis venu, c'est pour une audience pour un papier que je devrais récupérer. Et jusqu'à là, vraiment, j'ai mon frère qui est incarcéré. Je n'ai pas pu au moins avoir le papier. Et en dehors de ça, vraiment, c'est pas bon. Cette grève des magistrats est observée sur l'ensemble du territoire national sans service minimum. Le secrétaire général du SAMAN explique les raisons. C'est une grève de protestation contre l'insertion dans le statut de la magistrature d'un certificat de niveau ou d'une attestation de niveau comme diplôme de recrutement de magistrat. Et c'est chose qui n'existe nulle part au monde, nulle part en Afrique. Au niveau de ces corps, dans leur statut, c'est toujours le master qui est exigé comme diplôme d'accès. Et le ministre n'a rien fait pour modifier. D'ailleurs, pour les avocats, ça fait 4 ans, depuis 2016, ils n'arrivent pas à organiser un concours de recrutement d'avocats. Pourquoi? Parce que il y a ce problème-là. Le ministre ne l'a pas réglé. Mais nous, à notre niveau, lorsqu'en juillet 2019, il avait pris son arrêté d'ouverture de concours, il y a eu 553 dossiers de candidature qui ont été enregistrés. Sur les 553 dossiers de candidature, 243 ont été validés conformes à la disposition de l'article 25 du statut qui exige le diplôme de maîtrise ou de master 2. Sur la base de cette disposition, logiquement, il aurait dû continuer à l'organisation du concours parce que c'est 50 magistrats qu'on veut recruter. On veut recruter 50 magistrats, on a 243 dossiers jugés valables. Alors qu'est-ce qui reste? Mettre les candidats qui remplissent les conditions en compétition. Et malheureusement, le ministre dit non, il faut qu'il modifie le statut de la magistrature pour permettre à ceux dont les dossiers ont été rejetés pour également qu'ils puissent concourir. C'est là où on a dit un problème, c'est que le ministre veut favoriser seulement parmi les candidats dont le dossier ont été rejetés, il veut favoriser certains, les mettre dans coûte que coûte dans le corps de la magistrature. Pour quelle fin? Ça, on ne le sait pas. Et ça, on ne peut pas faire ça. La grève des magistrats du Niger est la deuxième après celle du 26 et 27 décembre 2019, toujours pour protester contre la réforme du statut de la magistrature. Dans un communiqué de presse, le ministre de la Justice a lancé un appel ultime au SAMAN à se ressaisir, car quoi qu'il advienne, rien ne saurait forcer le gouvernement à violer la Constitution, a précisé le ministre de la Justice Mourou Amadou. Après une période d'observation du bras de fer entre le ministère de la Justice et le SAMAN, les étudiants en droit dans les universités publiques et privées du Niger ont été face à la presse ce matin. Objectif à se prononcer sur la question de l'acceptation du certificat de Master 1 comme diplôme pour accéder au concours de la magistrature. Le reportage est signé Hamza Sakou et Aboubakar Souley. C'est avec indignation que les étudiants en droit dans les universités publiques et privées du Niger observent le bras de fer entre le ministère de la Justice et le syndicat autonome des magistrats du Niger par rapport à l'acceptation du certificat de validation de Master 1 comme diplôme pour accéder au concours de la magistrature, objet de cette sortie médiatique de l'Association internationale des étudiants juristes branche Niger. La magistrature est un corps noble. Et la noblesse de ce corps oblige le SAMAN à gréver pour des causes nobles.
comme l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, mais pas pour une histoire d'équivalence entre le Master 1 et la maîtrise. Il n'est un secret pour personne que le Master 1 s'obtient après 4 années d'études, tout comme la maîtrise, et d'ailleurs sans soutenance, nous le rappelons. En plus, presque toutes les matières enseignées en maîtrise le sont également Master 1. D'ailleurs, certaines matières ont été rajoutées en vue d'accroître la culture juridique des étudiants. Mieux, pas pour manquer du respect à nos aînés, mais nous précisons que plusieurs magistrats sont inscrits en master professionnel dans cette faculté et dans les autres facultés et universités du Niger, mais les étudiants ont été toujours majeurs de la promotion. L'Association internationale des étudiants juristes branche Niger demande au ministère de la Justice de bien vouloir créer les conditions d'entente entre le syndicat autonome des magistrats du Niger et le gouvernement pour un Niger meilleur. Depuis le 20 août 2019, le Nigeria a décidé de fermer ses frontières avec les pays voisins, notamment le Niger et le Bénin, pour lutter contre les fraudes et autres trafics illicites. Près de 5 mois de cette décision, les Nigériens continuent à exprimer leur ras-le-bol. On les écoute. La décision du Nigeria de fermer ses frontières, ça obstrue donc les échanges commerciaux et cela impacte sur le bien-être de part et d'autre de la frontière. Bon, seulement, et à leur niveau, ils savent ce qu'ils cherchent. Mais normalement, comme on fait partie de l'UEMOA, de la CEDEAO, on devrait se concerter avant de prendre cette décision. Ça veut dire que maintenant, par exemple, quand vous prenez, je dis, c'est la première puissance économique d'Afrique. Nous importons beaucoup de biens de consommation du Nigeria. Et le fait que la frontière est fermée, ça veut dire que maintenant, pour faire entrer des produits du Nigeria, les gens vont prendre des risques. Et les risques ont un prix. Ça veut dire que ça va, donc les prix vont monter. Donc, et c'est là, donc, plus les prix montent, donc le pouvoir d'achat des ménages diminue. Et je pense que la réunion qu'on va faire, elle est tardive. Parce que la décision a été prise depuis le 20 août 2019. Je pense que les autorités, surtout le président Issoufou, qui est un président en exercice de la CEDEAO, devrait peut-être interpeller son homologue du Nigeria pour lui dire que non, on est dans une organisation sous-régionale, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Et voilà, les textes disent ceci, les textes disent cela. Il y a beaucoup de changements, surtout sur les prix des infrastructures qu'on paye aussi pour faire les constructions. Tous les prix ont changé. Oui. Mais s'il y a quelque chose, donc il faut revoir comment on va faire pour vraiment ouvrir la frontière à ce que tout revienne normal. Oui. Et puis l'impact aussi, ça joue beaucoup quand même sur le développement du pays. Le Niger partage avec le Nigeria une frontière longue de 1500 km. Donc ce qui fait que, en tout cas, toutes les régions frontalières certainement sentiront les effets de cette fermeture. Donc c'est qu'il faut juste espérer que la diplomatie nigéro-nigériane s'active pour essayer en tout cas d'affiner les contours sur les raisons objectives de cette fermeture. Parce que vous savez que certainement le Nigeria a ses propres raisons et que on est aujourd'hui dans l'esprit de la globalisation et même avec le dernier sommet de l'Union africaine, l'esprit de la ZLECAf, et que le Nigeria, tous les pays, en tout cas parties prenantes, avaient salué l'entrée ou la signature du Nigeria. Donc je pense que au nom de cette responsabilité engagée, le Nigeria doit quand même créer les conditions de réouverture de ses frontières. Maintenant, quitte à ce que le Niger aussi tire les leçons pour pouvoir mieux se préparer et l'avenir quant à l'économie, afin que, en tout cas, toutes les villes
que ce soit frontalière et au-delà, puisse aussi trouver une nouvelle dynamique qui permettrait véritablement une croissance au-delà de la dépendance du Nigeria. Place à présent à la partie magazine de cette édition qui porte sur le bilan et les perspectives sur la situation sécuritaire au Niger. C'est avec le professeur Issoufou Yahya. Très bonne réception et au revoir. Il est vrai que l'année 2019 sur le plan sécuritaire n'a pas été une grande année dans la mesure où il y a eu beaucoup d'attaques dévastatrices qui ont endeuillé le peuple nigérien et qui malheureusement toute tendance lui semble confirmer qu'on s'achemine vers une montée en puissance des groupes terroristes et qu'il faudra à un moment ou à un autre prendre les décisions qui s'imposent. Alors, il y a eu certes beaucoup d'attaques, beaucoup de morts, mais les forces de défense et de sécurité, il faut reconnaître qu'elles font de leur mieux pour sécuriser un territoire qui est vaste, un territoire désertique, un territoire où malheureusement il y a beaucoup de forces étrangères implémentées mais qui semblent ne servir pas à grand chose. Alors que M. Macron demande des éclaircissements, c'est un message qu'il fait aux citoyens français dont les impôts ont servi entre autres à mettre sur pied et entretenir l'armée. Mais cette armée française aussi est entretenue par les ressources des pays du Sahel. Et donc si ces pays, en particulier la France, est présente au Niger, ce n'est pas pour les besoins des Nigériens. Donc aux dirigeants du Niger qui ont accepté ces installations des différentes forces étrangères, de tenir un discours de vérité pour dire aux Nigériens à quoi réellement sont importantes ces bases. Alors vous savez, le terrorisme de manière générale aujourd'hui, c'est un business local et international. Donc ceux-là qui ont fait de la violence et de l'exercice de la terreur un métier, ils en profitent amplement. Ils prospèrent et ils gagnent les terrains. Ils gagnent suffisamment de terrain puisque aujourd'hui, que ce soit au Niger, au Burkina ou au Mali, presque toutes les campagnes vivent dans la psychose avec des assassinats ciblés, avec des attaques audacieuses qui arrivent même à prendre des bases entières. Regardez à Bulkessi, à Mondoro, à Tongo Tongo, à Inates et ailleurs. Donc les forces terroristes ont intégré la notion du G5 Sahel se passant des frontières parce que les frontières n'existent pas pour ces forces terroristes. Donc elles passent allègrement tout en conjuguant les efforts pour mener des attaques audacieuses. Mais au niveau du fameux G5 Sahel, moi je me demande, est-ce que réellement il y a un G5 Sahel? Est-ce que c'est un G3 ou un G4? Mais G5, je pense que au moins un des acteurs ne semble pas jouer le rôle et à un moment ou à un autre, il faudrait que ceux qui décident prennent leurs responsabilités. Les mesures d'état d'urgence, elles sont nécessaires quand elles s'imposent pour permettre à l'armée d'utiliser les moyens de police pour mener à bien ses activités de sécurisation. Donc, quand ces mesures se justifient, elles sont légales et elles sont temporaires, provisoires, évaluées et reconduites aux besoins. C'est peut-être ce point de vue, ce dernier aspect qui ne semble pas avoir été pris en compte. Mais quand même un gouvernement peut se permettre, en violation de tous les textes de la République, mettre en place une sorte d'état d'urgence, il y a un abus. Est-ce que les mesures sont justifiées? Si elles sont justifiées, normalement, c'est au Parlement, en tout cas, le Parlement devrait être associé à tous ces États, puisque c'est la représentation en principe de la nation. Ça, c'est le premier aspect.
Le deuxième aspect, c'est le travail de ces mesures d'état d'urgence, parce qu'elles peuvent contribuer à radicaliser ceux-là qui n'étaient pas totalement acquis à la cause djihadiste. Donc, quand on ferme le marché, parce que le marché c'est un lieu de vie, c'est arrivé, quand les déplacements sont restreints, quand on dit pas de circulation de moto, pas de voiture, enfin je ne sais pas voiture, mais pas de moto, je pense que avant de prendre ces décisions, on devrait réfléchir en amont et en aval pour voir les conséquences. Mais si tous les jours on prend des mesures et surtout certains discours, moi j'ai entendu le ministre de la Défense prononcer un discours qu'il ne devrait jamais prononcer, parce que les tactiques militaires, c'est à l'ennemi de le constater. Imaginez un temps soit peu que les Américains disent aux Iraniens qu'on va tuer vos généraux. Est-ce qu'ils auraient tué un seul? Ils se seraient mis à l'abri. Mais quand un ministre de la Défense vient dire on va maintenant chercher les terroristes, je pense que c'est un secret militaire qu'il trahit et que pour moi il devrait être démis de ses fonctions juste après ce discours pas vraiment opportun. C'est à l'ennemi de constater sur le terrain le changement de tactique et c'est à lui de subir les conséquences nées de ces changements. Maintenant, par rapport à la mise sous état d'urgence de cette région, je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais de toutes les façons, la Constitution, elle est claire. Au bout du deuxième et dernier mandat du président de la République, il doit partir. Maintenant, le seul enjeu, dans quel état sera le Niger une fois que cette échéance arrive. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, mais pour le principe, c'est internalisé. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas y avoir autre chose qu'une alternance. Maintenant, dans quelles conditions, c'est cela l'enjeu et le grand défi. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, je pense que on est dans une gouvernance, vous savez, la gouvernance de la 7e République, comme disent les Italiens, c'est tout bene. Le pays est le dernier du point de vue de développement humain depuis quasiment 9 ans, mais tout va bien. Non, rien ne va. En tout cas, sur le plan sécuritaire, il faut se le prendre. Et il y a des hommes de qualité. Alors, nul n'est remplaçable. On ne peut pas accumuler des revers et qu'il n'y ait aucun changement, puisque là, c'est sur le plan militaire stricto sensu. S'il y a une défaillance, les responsabilités devraient être situées et les responsables, en tout cas ceux qui portent la responsabilité, devraient faire l'objet au moins d'une mutation ou d'une sanction. Mais ça, je pense que ça doit améliorer en tout cas la perception des choses. Qu'il y ait au moins les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pas les hommes qu'on veut à la place qu'on veut. Je crois que se laisser aller, il faut y mettre fin. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, vous savez, toutes les campagnes aujourd'hui, elles vivent dans la terreur. Les populations vivent un peu la main sur le cœur. Eh bien, il faut essayer de donner espoir, de donner ce sentiment de sécurité en changeant de tactique. Pourquoi ne pas laisser les militaires décider réellement de ce qui doit se faire? Que c'est toujours ces politiciens qui ne comprennent absolument rien à la chose et qui viennent un peu interférer dans des choses qui dépassent leur capacité, qui dépassent leur analyse, tout simplement parce qu'ils sont nommés. Je pense qu'il ne faut pas frustrer les militaires. Et pour moi, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises décisions qui semblent ne pas aller dans la bonne direction. Qu'une base soit prise et qu'il n'y ait pas eu de renfort à temps, une fois on peut comprendre.
2 fois, 3 fois, je pense que ça n'est trop. Alors, il faut aussi éclaircir les rapports entre l'armée nationale, rien ne peut remplacer l'armée nationale, et les forces étrangères, puisque les termes, elles sont étrangères. Elles ne sont pas là dans la logique de sécuriser les citoyens nigériens et comment on dit, le sol nigérien. Elles sont là pour sécuriser les intérêts des puissances occidentales. Et les armes déployées, elles sont tellement sophistiquées que beaucoup d'entre eux, les responsables des forces étrangères disent que nous, on ne peut pas larguer, par exemple, un tel engin pour tel nombre de terroristes. Donc, il y a un calcul qu'on peut comprendre des internationaux, mais aussi, il ne faut pas qu'on empêche aux Nigériens de s'exprimer. Parce que le Niger appartient à tous les Nigériens. C'est pas une principauté, ce n'est pas un pays gagné au loto ou je ne sais pas. C'est une république. Et que le citoyen a le devoir, s'il estime qu'il doit le faire, de s'exprimer, de manifester. Maintenant, pour faire plaisir à Macron, il faut empêcher aux citoyens de s'exprimer. Je pense que c'est des dérives qu'il faut arrêter. Il est temps de les arrêter. Les libertés constitutionnelles, elles doivent être exercées dans les limites de la Constitution. Pas que quelqu'un qui n'a aucune légitimité, un président d'une délégation spéciale, quelle légitimité il a? Il n'en a aucune, en tout cas à mes yeux, pour interdire, pour se mettre au-dessus de la Constitution. Je pense que c'est des dérives et qu'il faut les arrêter.